Je vais vous présenter le cours de paludisme, ou bien ce qu'on appelle fièvre de marécage. Donc, on commence par l'introduction. Donc, c'est une maladie vectorielle, c'est une érythrocytopathie provoquée par hématozoaire du genre Plasmodium transmis par un moustique, c'est l'anophèle femelle. Donc, plusieurs espèces de Plasmodium, dont 5 sont pathogènes pour l'homme. On a Vivax, Malaria, Oval, Falciparum. Et la nouvelle découverte, c'est la Knowlésii. Donc, c'est une urgence médicale à déclaration obligatoire. Donc, l'épidémie palustre CV donne le paludisme CV dans toutes les zones intertropicales. On estime 2 milliards de nombre de sujets exposés. En 2018, on a 228 millions de cas dans le monde, environ à 5000 décès et parmi ces décès, 98% en Afrique et parmi eux, ce sont des enfants, 90% ce sont des enfants moins de 5 ans. Donc, c'est la première cause de mortalité dans les pays sous-développés tropicaux. En Algérie, on est certifié frais depuis 2019. Pas de cas autochtones. On a le paludisme d'importation. L'OMS classé soit accès simple, soit accès grave. L'accès grave basé sur des critères de gravité. Donc, et si la présence d'un seul critère de gravité impose transfert en réanimation. Donc, cliniquement, toujours évoquer un palud en présence d'une fièvre dans les mois suivant le retour d'une zone d'endémie de paludisme. Le diagnostic repose sur des associations des techniques sensibles comme la goutte épaisse et la biologie ou bien la biologie moléculaire à un frotté mince sanguin qui permet de diagnostic rapide de l'espèce et déterminer la parasitémie. Le traitement basé sur l'artésunate en IV est le traitement de référence pour le paludisme grave. Donc la quinine étant utilisée uniquement si l'artésunate n'est pas disponible. Donc la prévention basée sur des mesures de protection personnelle antivectorielle doivent être expliquées à tout voyageur en zone d'endémie palustre. C'est une maladie immunisante après plusieurs années de contact avec le parasite, mais disparaît dès que ce jet quitte son pays. Donc, il va perdre son immunité. Donc, le problème posé, c'est la résistance de Plasmodium falciparum, surtout en Amérique du Sud et en Afrique de l'Est et l'Afrique centrale et le sud-est d'Asie. Maintenant, on passe à l'épidémiologie. Donc, on commence par l'agent causal. Donc, Plasmodium, c'est un protozoaire. On a 5 espèces. Chaque espèce va toucher, donc c'est une érythrocytopathie. Donc, le plasmodium va toucher les globules rouges. Mais chaque espèce va s'intéresser par une catégorie précise des hémacées. Pour le Vivax et le Valet, ils vont atteindre les hémacées jeunes. Pour Malaria, c'est les hémacées âgées. Mais pour la Falciparum, il va toucher toutes les hémacées d'où sans gravité. Donc la découverte du paludisme, c'est en 1880 en Lèvron à Constantine. Le réservoir est strictement humain, sauf pour le Knowlésii, le singe. Pour le vecteur, c'est un vecteur compétent, c'est-à-dire il est indispensable dans la transmission de la maladie. Donc c'est l'anophèle femelle hématophage. Pourquoi la femelle? Parce qu'elle a besoin de fer pour l'ovulation. On a environ 400 anophèles. Chaque anophèle transmet de plasmodium. Donc je vais citer quelques types d'anophèles qui sont fréquentes. Donc on a le gambien,
on trouve dans tinzawatin. Multicolore, on trouve à Wurgla. Il aime le sel, donc نلقاوها في السبخة. Sargenti, trouvé dans Ihrir ou Damjanat. Et l'ambroquia, on la trouve à Qala. Donc à partir qu'un piqûre, donc l'anophèle pique du coucher de soleil avec maximum d'activité entre 23h et 6h, tiré par CO2, acide lactique, les sueurs, l'odeur du pied, l'odeur de la femme enceinte, des hormones. Les larves de l'anophèle développent dans les collections de l'eau. Le développement et la longévité dépendent de la température. Elle préfère une température optimale entre 20 à 30 degrés pour une durée de vie de 30 jours. Donc, pour le déplacement, l'anophèle ne peut pas déplacer de grandes distances. Donc, déplacement actif, elle peut déplacer de quelques mètres, c'est tout. Mais elle peut faire un déplacement passif de longue distance par les bateaux, les voitures, les avions, ce qu'on appelle le paludisme d'implantation. Maintenant, pour la transmission. La transmission se fait de façon naturelle ou bien nosocomiale. Naturelle par la moustique, piqûre de la moustique, ou bien congénitale transplacentale. Ou bien, deuxième mode de transmission, c'est nosocomial par la transfusion du griffon et les seringues. On passe au cycle. Donc, on a un cycle asexué s'effectue chez l'homme et le cycle sexué chez l'anophèle. On commence par le cycle asexué, ce qu'on appelle la schizogonie chez l'homme. On a deux étapes, l'étape hépatique et l'étape érythrocytaire. Pour l'étape hépatique, c'est l'étape asymptomatique. Donc, la moustique inocule le sporozoïde lors d'un repas de sang. Reste 30 minutes dans la peau, la lymphe et le sang, avant de gagner les hépatocytes. Dans les hépatocytes, le parasite est mononucléé, ce qu'on appelle le trophozoïde, puis devient multinucléé, ce qu'on appelle le corps bleu, qui va s'éclater et libérer les mérozoïdes. Certains trophozoïdes restent quiescentes, ce qu'on appelle l'hypnozoïde, responsable de l'accès de réviviscence. Ça, c'est pour Plasmodium vivax, ovalis et malaria, mais non pas pour falciparum. Deuxième étape, ou bien la schizogonie érythrocytaire, c'est qui est responsable de la symptomatologie. Donc, après la pénétration de mérozoïdes dans l'érythrocyte, sa maturation en trophozoïde, puis en rosace. Prend soit 24 heures, soit 48 heures, 62 heures selon l'espèce. Et conduit à la destruction du globule rouge et libération de mérozoïdes qui pénètrent dans du nouveau globule rouge. Et l'éclatement, si il est asynchrone, on va avoir fièvre intermittente. Si un éclatement synchrone, on va avoir soit fièvre tertiaire ou bien quadre. Dans cette étape, on a aussi certains trophozoïdes qui transforment en gamétocytes. On passe au cycle chez l'anophèle, c'est le cycle sexué. Donc les gamétocytes ingérés par la moustique lors d'un repas sanguin pour un sujet infecté se transfèrent en gamètes mâles et femelles qui fusionnent en œufs et libérant l'hyperimobile, ce qu'on appelle les okintes, qui quittent le tube digestif et se fixent dans l'estomac et transforment en oocytes, produits de sporozoïdes qui migrent dans les glandes salivaires de la moustique. Donc, les sporozoïdes sont des formes infestantes. Pour l'immunité, l'immunité naturelle contre le palud en zone d'endémie, c'est une immunité acquise et particulière. Elle est longue à acquérir et incomplète, non définitive, donc nécessite des stimulations antigéniques répétées. On appelle l'état de
prémunition. Donc, pour les autochtones qui sont régulièrement soumis à des infestations répétées font des formes mutes. La parasitémie est faible. Si un autochtone quitte sa région, il perd cette protection. À son retour, il devient un sujet neuf. Donc, on a classification de l'OMS. C'est quoi le cas autochtone? C'est un cas qui survit en zone d'endémie où devient partie dans le cycle Victor Hôte. Un cas importé, c'est lors de 6 jours dans un endémie. Un cas introduit secondaire à l'introduction de cas importés. Et un cas provoqué, c'est par la transfusion via AOS. Donc, pour la répartition géographique dans le monde, la zone équatoriale, c'est holo-endémique, on trouve toujours le palais. Et le palais saisonnier, c'est surtout en Afrique, surtout chez les enfants qui n'ont pas encore accueilli l'immunité. Maintenant, pour l'Algérie, en 2013, on a enregistré 4 cas. En 2012, on a enregistré 806 cas importés. En 2016, l'Algérie a entamé la procédure de certification pour l'OMS Free Malaria. Mais l'OMS a exigé 2 conditions. C'est de ne pas enregistrer un cas autochtone pendant 3 ans et aussi alignement sur les recommandations thérapeutiques, c'est-à-dire la combinaison thérapeutique associée à l'artisanat et l'ACT. Donc, heureusement, on a fait ces 2 conditions et on est certifié. La certification est accordée en 2019. Donc, c'est ça. On passe à physiopathologie. Bon, la physiopathologie, donc les manifestations cliniques sont liées à la schizogonie érythrocytaire et la gravité dépend de, premièrement, l'espèce, surtout falciparum, mais aussi vivax et naulisée, la parasitémie et le degré de l'immunité chez le sujet. Pour l'accès simple, la fièvre est due à la libération de substances pyrogènes par l'éclatement du rosace. En fonction de l'espèce, l'éclatement soit 48 heures pour ovale, vivax et falciparum, soit 62 heures pour malaria. Si l'éclatement est synchrone, cette fièvre prend l'aspect de tierce ou bien de quadre. Si l'éclatement est asynchrone, la fièvre va être irrégulière et continue. L'hémolyse, c'est la principale cause de l'anémie et l'ictère. Donc, l'organisme réagit principalement par l'hyperplasie des cellules macrophages, explique l'hépatomégalie et la splénomégalie, et la consommation périphérique de plaquettes, la thrombopénie. Pour l'accès grave, la falciparum. Donc, la falciparum, c'est un parasite toutes les hémacées, quel que soit l'âge. Il se multiplie rapidement dans les capillaires des viscéraux, surtout l'encéphale. Et il n'a pas de schizogonie hépatique, donc il ne fait pas de réviviscence à distance. Donc, l'encéphalopathie par l'anoxie due à 3 mécanismes, soit anémique par l'hémolyse par le parasite et par le subtox, ou bien cytotoxique par inhibition de la respiration des cellules, ou bien circulatoire par l'agglutination des globules rouges à l'endothélium vasculaire par les microthromboses et par la vasoconstriction. Bon, on passe aux cliniques. Donc, la clinique, comme j'ai déjà dit, l'OMS a classé soit un accès simple, soit un accès grave. Pour l'accès simple, c'est le plus fréquent et le moins grave. Donc, l'incubation entre 15 à 21 jours. La phase d'invasion caractérisée par fièvre, un tableau d'ombre gastrique, fébrile, malaise, des myalgies, céphalées, douleur abdominale. Bon, donc pour la phase d'état, on a le triade classique, parfois donc le triade
classiques, c'est la frisson, fièvre, chaleur ou bien fièvre et CA. Pour les frissons durent 1 heure, sensation de froid intense, frissons répétés, claquement des dents, le malade se blottait dans ses draps, alors que la température ne dépasse pas 39. Dans cette phase, la rate peut augmenter dans le volume et la tension diminue. Puis la chaleur dure 3 à 4 heures, la température peut dépasser 40, la peau est séchée et brûlante et le malade rejetait ses draps. Cette phase accompagnée des céphalées douleurs abdominales. Des sueurs entre 2 à 4 heures, ce sont des sueurs profondes qui baignent le malade. Le malade émet les urines foncées, la température s'effondre brusquement avec même parfois une hypothermie et la tension remonte. Dire 2 à 4 heures est suivi d'une sensation de bien-être. Le rythme de l'accès dépend de l'espèce, comme j'ai déjà dit, soit une fièvre tierce avec cloche thermique survient à G1, G3 et G5, correspondant à schizogonie de 48 heures, correspondant à vivax, ovalée et falciparum. Ou bien fièvre courte avec un cloche survient en G1, G4, G7, correspondant de 72 heures, observé dans le Plasmodium malariae. Ou bien quotidien pour nébuliser. Pour l'accès grave, c'est la neuropaludisme via le Plasmodium falciparum, c'est le plus grave. Donc, la gravité est liée à sa capacité de multiplier rapidement dans le capillaire profond avec une atteinte multiviscérale. Donc, la phase de primo-invasion caractérisée par incubation courte à 7 à 12 jours, intensité du signe clinique des céphalées troubles digestifs. Le début souvent brétal, tableau d'encéphalopathie aiguë fébrile avec fièvre 39 et 40. Pour accélérer, des signes neurologiques type premièrement du trouble de conscience qui sont constants mais d'intensité variable, allant d'une simple obnubilation à coma profond, le coma généralement calme, sans rigidité de la nuque, sans photophobie, accompagné d'un abolissement du réflexe cornéen. Des convulsions plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes pouvant être généralisées ou bien localisées, espacées dans le temps bien réaliser un état de mal convulsif. Trouble de tonus, le malade est généralement hypotoné ou bien raideur avec une obstitonose qui peuvent avoir des formes de mauvais pronostics. Avec des réflexes osseo-tendineux sont variables et très vifs, exceptionnellement abolis. Dans ce cas, c'est un critère de mauvais pronostic. Autre signe, défaillance multiviscérale de tout l'organe pouvant être touché, le rein, insuffisance rénale, les poumons OAP, le foie, etc. Maintenant, on passe aux critères de gravité. Les critères de gravité, donc un seul critère impose le transfert en réanimation. Donc, sont les critères, la dernière mise à jour, c'était en 2017. Donc, premier critère, on a 11 critères. Premier critère, c'est défaillance neurologique, obnubilation, confusion, somnolence, prostration, bien coma, jusqu'à Glasgow inférieur à 11. Deuxièmement, défaillance respiratoire, soit le malade sous ventilation invasive, la pression d'oxygène sur le FiO inférieure à 300, ou bien non ventilé, la pression d'oxygène inférieure à 60 et la saturation inférieure à 92, la fréquence respiratoire supérieure à 30, des signes radiologiques, images interstitielles ou alvéolaires. Troisième signe, c'est toute défaillance cardiovasculaire inclut la pression artérielle systolique inférieure à 80 avec la présence des signes périphériques d'insuffisance circulatoire ou bien la nécessité de passage vers les drogues vasoactives.
Les autres signes, c'est l'anémie, définition clinique, pardon, l'hémorragie, définition clinique, l'ictère clinique ou bien avec bilirubin total supérieur à 50, anémie profonde avec l'hémoglobine inférieure à 7 et l'hématocrite inférieur à 20, hypoglycémie avec glycémie inférieure à 2,2 mmol, acidose avec bicarbonate plasmatique inférieur à 15 et acidémie avec pH inférieur à 7. Hyperlactatémie supérieure à 2 et hyperparasitémie supérieure à 4%. Et dernièrement, insuffisance rénale avec créatinémie supérieure à 265 micromoles par litre. Donc, bon, on a d'autres formes dans le paludisme. On a d'autres formes telles que la forme de fièvre bulleuse, hémoglobinurie. Dans cette forme, on trouve c'est un syndrome de hyper-immunoallergique suite à une prise de antipaludiques. Elle consiste en hémolyse intravasculaire disséminée. Donc le début brutal marqué par de lombalgie, fièvre, des vomissements. On a aussi forme de splénomégalie palustre hyperréactive décrite chez les cas autochtones. C'est caractérisé par splénomégalie avec hypersplénisme, entraîne chute de 3 lignes de sanguine et production du IgG et IgM. Donc la sérologie fortement positive et la parasitémie indétectable, bien faible. Ce syndrome est l'origine de 10 immunitaires. Elle a été en rapport de certains patients comme l'hémophilie. D'autres formes comme le paludisme viscéral évolutif, c'est une forme subaiguë chronique observée dans les zones endémiques, surtout chez les enfants, lors de l'acquisition de l'immunité de prémission, caractérisée par asthénie, anorexie, amaigrissement subbuctal, splénomégalie constante, avec élévation du IgM et parasitémie faible. Donc c'est ça, on passe directement au diagnostic. Le diagnostic. Bon, on a des arguments épidémiologiques, des arguments cliniques. Pour les arguments épidémiologiques, donc on doit toujours penser au plasmodium devant la présence de paludisme, devant le fièvre dans les 30 jours d'un retour d'un zone d'endémie, ou bien la présence de fièvre en période de haut risque de transmission. C'est le strate 1. Donc la présence de fièvre en période de haut risque de transmission. Strate 1 c'est Adrar Ilisi Tamrast. Strate 2 c'est Bchar Louad Ghardaya Wurgla Tindouf. Donc des arguments cliniques, toute fièvre en retour d'un zone d'endémie considérée comme palu, bien trouble de conscience dans un retour d'un pays d'endémie. Les éléments d'orientation, anémie hémolytique et thrombopénie. Les éléments de certitude, le frottis sanguin, le goutte épaisse. Donc, observer de plasmodium dans le globule rouge, résultat obtenu dans moins de 12 heures. Prélèvement au pic fébrile. Le BIT, c'est la mise en évidence de parasites, identification de l'espèce, la densité de parasitémie et le suivi de traitement. Prélèvement doit être capillaire ou bien ponction veineuse. Donc la méthode, c'est piquer le troisième bien le quatrième doigt. Nettoyer l'endroit, choisir d'abord un coton imbibé par l'alcool. Piquer d'un coup sec et rapide avec pression de doigt pour faire sortir une goutte de sang, mettre sur la lame, puis prendre la deuxième lame et en la mettre sur le bord de la première et faire glisser jusqu'à qu'elle touche la goutte de sang, puis faire répartir le sang sur tout le bord de la lame. Donc pour la frottis sanguin permet le diagnostic rapide et aussi diagnostic de l'espèce, mais les inconvénients, donc elle est compétence dépendante, peu sensible, c'est la parasitémie faible et le seuil est de 160. Pour la goutte épaisse, donc posez la goutte puis
tournée pour distraction du globule rouge, puis colorée par GAMSA. Elle est plus sensible, même la parasitémie est faible, le seuil est de 5 parasites. Donc c'est ça pour on a d'autres moyens de diagnostic. C'est le TDR ou bien par détection antigénique. C'est un test de diagnostic rapide, TDR, du palais sur bandelette antigénique. Les antigènes recherchés sont des protéines HRP2 et le PLDH. Détecter l'espèce pathogène. La sensibilité peut atteindre 100% et corrélée à la parasitémie avec des fonds négatifs possibles si la parasitémie est très faible. Donc le test utilisé des antigènes HRP2 permet de rester positif pendant 2 à 6 semaines après le palu. Permet de diagnostic rapide dans 30 minutes. Nécessite pas d'expérience. Mais il ne permet pas d'évaluer la parasitémie. Autre moyen de diagnostic, c'est le PCR, plus en plus utilisé, avec une excellente spécifique et sensibilité. Les valeurs prédictives négatives, mais pas indiquées pour le suivi thérapeutique, mais le PCR reste positif jusqu'à plus de 30 jours après le traitement. Et aussi, on a les sérologies, l'IFE, actuellement pas d'intérêt. Donc on passe au traitement. Bon, le traitement. Donc pour l'axi simple à plasmodium falciparum, pour l'adulte on utilise l'artimate, l'amifidérine ou bien ce qu'on appelle ACT, 4 comprimés par prise selon les horaires H0, H8, H24, H36, H48 et H60, plus une dose unique de primaquine. L'alternative c'est l'équine avec une dose unique de primaquine. Pour les enfants, toujours ACT, mais selon le poids, soit un comprimé c'est inférieur à 15 kg, 2 comprimés c'est inférieur à 25 ou bien 3 comprimés c'est inférieur à 35 kg, selon les horaires H0, H8, H24, H36, H48 et H60 comme l'adulte avec une prise unique de primaquine. L'alternative toujours l'équine. La femme enceinte, donc selon le trimestre, pour le premier trimestre, il est recommandé l'équine avec clindamycine pendant 7 jours, parce que dans le premier trimestre, l'ACT est contre-indiqué. Dans le 2 et 3e trimestre, on utilise l'ACT avec l'alternative l'équine. Les primaquines est contre-indiqué chez la femme enceinte, quel que soit l'âge de grossesse. Puis, pour l'axi simple de Vivax et Ovalé, pour l'adulte ACT, puis avec la même pour falciparum, les mêmes horaires, plus primaquine, selon le G6PD, si on a un déficit, on utilise 0,25. S'il n'y a pas de déficit, on utilise 0,25. Si déficit 0,25 par kg par jour pendant 14 jours. Si on a un déficit, on utilise 0,75 par kg par semaine pendant 8 semaines. Donc c'est ça. L'alternative c'est chloroquine. Chez les enfants, c'est la même. Chez la femme enceinte, premier trimestre, chloroquine. Deuxième et troisième trimestre, ACT. Et l'alternative, c'est la chloroquine. Puis, l'axi simple, la malarie, bien analysée, presque c'est la même. L'adulte ACT, alternative chloroquine. L'enfant ACT selon le poids. La femme enceinte, premier trimestre, chloroquine. Deuxième, troisième trimestre, c'est l'ACT et l'alternative chloroquine. Pour l'axi grave, il faut hospitalisation en soins intensifs, voie parentale est obligatoire, au moins 24 heures.
Pour l'adulte, on utilise l'artésunate, ampoule de 60 mg, on y vit bien, on y aime. La dose, c'est 2,4 mg par kg, à H0, H12 et H24, puis une fois par jour pendant 7 jours. Avec surtout respecter les préparations, reconstitution et dilution. L'alternative, c'est liquide. Pour les enfants aussi, l'artésunate, la même dose. La femme enceinte aussi, c'est la même. L'artésunate est utilisé chez la femme enceinte, quel que soit l'âge de grossesse. Donc, il n'y a pas de contre-indication. On passe au prophylaxie. La prophylaxie, bon. Basée sur la chimioprophylaxie, les mesures de protection contre les piqûres de moustiques. Elle est efficace de 100%, mais réduit le risque de complications. Donc, des endémies de Palisse seront classées en 4, la zone A, B, C et D. On trouve les zones dans le site de l'OMS. Pour la zone A, la prévention de piqûres de moustiques seulement. La zone B, prévention de piqûres avec chimioprophylaxie à base de chloroquine. Donc, pour l'adulte et la femme enceinte, on utilise chloroquine, un comprimé par jour. Pour les enfants, chloroquine 1,5 mg par kg par jour, la veille de départ pendant les séjours et plus de 4 semaines après le retour. Pour la zone de C et D, donc prévention de piqûres avec la chimioprophylaxie, on peut utiliser 3 molécules, soit l'atrovacone, proguanil, la veille plus le séjour plus une semaine après le retour, ou bien la doxycycline la veille, le séjour et après 4 semaines de retour, ou bien la mifloquine 10 à 14 jours, 15 jours avant plus le séjour plus 4 semaines de retour. Donc ça c'est pour les doses. N'oubliez pas pour la doxy, c'est contre-indiqué sur la femme enceinte et l'enfant moins de 8 ans. Et pour la mifloquine à éviter, c'est le poids moins de 15 kg pour les enfants. Et merci.